Salutations chers auditeurs et spectateurs, c'est Vérité à venir et nous nous retrouvons pour l'épisode 2, la guerre ouverte contre les peuples. La société actuelle favorise le fait que l'enfant soit gardé loin de ses parents. Il se pourrait qu'il y ait plusieurs visions derrière la propagation de cette formule. L'enfant, éloigné de la famille, se familiarisera plus rapidement avec le besoin d'un enseignement extérieur. On peut y voir une faille de plus sur la fondation de la famille, où les nouvelles générations sont plus harmonieuses avec le modèle sociétal que l'historique modèle familial. Un effacement d'une mémoire, remplacé par une autre plus conforme au système marchand. Le business est omniprésent, à tous les niveaux, car faire garder son enfant nécessite des besoins de personnel, de lieux, etc. Mais alors, pourquoi ne pas financer les mères qui acceptent d'éduquer leur enfant ? Aujourd'hui, plus de la moitié des enfants de 0 à 3 ans sont gardés, soit par un de leurs parents, soit par un autre membre de la famille. Néanmoins, depuis les années 2000, les enfants gardés en crèche croissent. La tendance n'est pas prête de s'inverser. Énormément de parents souhaitent consacrer leur temps à leur carrière professionnelle, mais pour le moment, ils se retrouvent limités dans la disponibilité des places. Une crise due au manque de personnel. Dans notre société, garder son enfant, pour une part des parents en tout cas, est perçu comme étant une tâche impactant leur possibilité d'exercer un métier et de facto les bloquant dans la possibilité de grimper dans la hiérarchie. Nous reviendrons sur cette fausse libération de la femme pour mieux la servir au marché capitaliste. L'harmonie et le développement naturel de l'enfant qui s'exerçait par l'apport bénéfique des activités, des contacts exercés avec un des parents, s'efface pour le laisser dans un lieu étranger entouré d'inconnus. Une étude suisse, le Jacobs Center de l'université de Zurich, a sorti son étude et les révélations sont troublantes. Elle portait sur l'analyse du comportement social, de la délinquance et sur la consommation de drogue d'environ 1300 enfants et adolescents de la ville de Zurich, âgés de 7 à 20 ans. Les chercheurs ont mis en relation ces données avec la manière dont les parents les gardaient quand ils étaient tout petits. Nous observons que plus les enfants avaient passé de temps en crèche, plus ils avaient tendance à avoir des comportements agressifs et plus les symptômes du TDAH, donc du trouble, du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, apparaissaient. L'anxiété et la dépression étaient également plus élevées. Comment avons-nous accepté de déconstruire le modèle familial universel ? Ce modèle où les parents s'occupaient des enfants, voire dans les cas plus compliqués, la famille prenait le relais pour les garder, vient se conclure par l'instauration d'un système où des inconnus s'occupent de ce qui devrait être le plus précieux à vos yeux, c'est-à-dire vos enfants. Vos êtres si importants sont pourtant confiés à des structures qui viennent les mélanger avec des profils divers et variés, une période qui va énormément agir sur leur devenir. Cette vision d'ensemble apporte un constat édifiant quant au sabotage effectué dès le plus jeune âge. L'étude se veut rassurante, expliquant que les effets de ce mode de garde peuvent disparaître vers les 13 ans, ce qui est tout de même un gâchis de plusieurs années sur le potentiel de vos enfants. Les auteurs de l'étude ne se prononcent pas en défaveur de structures de garde, mais plutôt sur les comportements problématiques de certains gamins perturbateurs. Par manque d'attention, votre enfant peut lui aussi à son tour devenir un de ces perturbateurs et conclure qu'en exerçant certaines actions, il recevra ce qu'il recherche. Depuis notre tendre enfance, nous avons un double héritage, celui qui est génétique et l'autre plus commun, de l'ordre culturel. Nous venons au monde homme XY ou femme XX, même si, comme l'écrit Dorothée Brouwer, des variables existent, je la cite. Ces exceptions indiquent que les chromosomes sexuels X, Y ne sont pas seuls en cause dans la différenciation d'un des deux sexes. Il est estimé qu'une fille hérite de 50% de l'ADN de chacun de ses parents, alors qu'un garçon hérite de 51% de l'ADN de sa mère, contre 49% de l'ADN de son père, car le chromosome X est plus grand que le chromosome Y. Comme l'écrit Robert Harrison, je le cite, « En d'autres termes, à la différence des autres choses vivantes, Anthropos est né dans des mondes créés par l'homme dont le passé et l'avenir transcendent l'empan d'une vie individuelle. Ces mondes, que les Grecs nomment polis, sont fondés sur une mémoire institutionnelle et culturelle qui donne à leurs habitants un âge historique, lequel est d'une toute autre nature que l'âge biologique. Dans la mesure où aucun être humain ne vit en dehors de ces mondes, avec leur héritage et leurs traditions,
on peut dire que les êtres humains sont par nature hétérochroniques du point de vue de l'âge, qu'ils ont différents âges, un âge biologique, un âge historique, un âge institutionnel, un âge psychologique. L'État, ayant pour mission de garantir l'ordre et la sécurité, s'est tout naturellement chargé des missions institutionnelles ainsi que de la transmission des connaissances de l'histoire. La mise en place des lois de Ferry de 1880 et 1882 rendent l'école gratuite, laïque et obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de 6 ans révolus à 13 ans révolus. L'objectif du ministre de l'époque visait à soustraire les enfants de l'enseignement religieux. Je cite : « Il n'y a pas en France de religion d'État, mais il n'y a pas non plus en France d'irreligion d'État », affirmait Jules Ferry à la Chambre des députés en 1882. En 1886, l'idée est renforcée par la loi Goblet, qui interdit les prêtres religieux et religieuses dans l'enseignement primaire. L'objectif était de faire l'école publique, et de cette école publique, un lieu consensuel et inclusif. Jules Ferry indiqua que les enseignants qui, je cite, outrageraient les croyances religieuses de n'importe qui seraient durement sanctionnés. Cette notion se trouve à présent balayée, rien que par l'exemple des cours d'éducation à la sexualité. L'âge maximum de l'instruction nationale sera redéfini à plusieurs reprises. En 1882, il sera fixé à 13 ans. Puis en 1936, il passera à 14 ans. Et enfin, l'ordonnance du 6 janvier 1959, signée par le président de la République Charles de Gaulle, repoussera l'âge jusqu'à 16 ans révolus. Une dernière modification est intervenue en 2019. Une loi du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer, a fait baisser l'âge de l'instruction obligatoire de 6 ans à 3 ans et une obligation de formation jusqu'à l'âge de 18 ans. Désormais, les parents doivent scolariser leurs petits dans une école maternelle dès 3 ans ou bien choisir l'instruction à domicile en prévenant la mairie de leur commune sous peine d'une amende de 1 500 €. Comme le dénoncent Éric Letty et Guillaume de Prémard. Je les cite. « Pour un pouvoir totalitaire et révolutionnaire, il est donc indispensable de briser cette cellule essentielle, la famille, qui est en outre lieu de transmission puisqu'elle est éducatrice par fonction et par vocation. Or, le modèle familial traditionnel, conservateur par nature, transmet des modes de pensée, usages, valeurs et traditions héritées de l'ancien monde, dont la destruction est désirée et programmée. Ainsi, les familles apparaissent comme des îlots de résistance à l'idéologie et à la nouvelle anthropologie que le régime ou le système veulent instaurer. » Fin de citation. L'enseignement se trouvant centralisé par le pouvoir établi, le modèle d'apprentissage universel s'applique des manuels aux enseignants qui viennent imposer l'idéologie socialiste. Cette dernière, étant opposée à la fierté patriotique, vient effacer la grandeur de la France pour placer le poids de la culpabilité d'actes du passé sur les jeunes générations. D'ailleurs, sur ce sujet, il est marquant de voir l'école appuyée sur la traite du commerce triangulaire, nous détaillant les navires transportant des marchandises telles que des armes, de l'alcool et des chevaux qui quittaient les ports européens pour l'Afrique de l'Ouest, où ils échangeaient ces produits contre des Africains, des êtres humains réduits en esclavage, et d'observer que ce même corps professoral n'aborde point la traite arabo-musulmane qui a commencé dès le 7e siècle, ou encore, pour rester sur le thème de la France, de nos chrétiens français, et de d'autres d'ailleurs, qui furent victimes de 1500 à 1800 de la traite par les barbaresques, où il est question de plus d'1 million de personnes, principalement des hommes, habitant les pourtours de la Méditerranée, qui ont été vendus comme esclaves dans les marchés d'Alger, de Tripoli ou de Tunis, les principales villes de ce que l'on appelait alors la barbarie. Les femmes étaient vendues comme domestiques ou pour alimenter les harems qui étaient entièrement composés de femmes européennes ou subsahariennes. Quand ça touche les actes des extra-européens, des députés sont vent debout afin que le sujet ne soit pas abordé. L'exemple en 2006 avec Christiane Taubira qui nous déclarait, je la cite, « Il ne faut pas trop évoquer la traite négrière arabo-musulmane pour que les jeunes arabes ne portent pas sur leur dos le poids de l'héritage des méfaits des Arabes. » Fin de citation. Les religions ont favorisé l'altruisme, c'est-à-dire le sacrifice d'une partie de ce que l'on possède pour faire preuve de solidarité envers sa communauté. Sur ce même modèle, le socialisme s'est persuadé qu'il devait sacrifier les intérêts des Français, communauté réduite au pays, pour les remplacer par les intérêts collectifs de la communauté globale, ce qui mène au favoritisme des autres à la place des nôtres. Il suffit de constater les dommages sur la transmission de notre histoire au profit des autres peuples. Je n'appelle pas
à la culpabilité de ces Maghrébins aujourd'hui par leur passé, ni même à d'autres Africains, etc. Ce que je dis, c'est que nous devons, nous aussi, être mis sur le même plan d'égalité, à ne pas devoir porter les fardeaux du passé. Le multiculturalisme, présenté comme un enrichissement, vient en réalité, à son tour, fractionner les enfants sur leur représentation du monde, et plus précisément de la France. Car en grandissant, les enfants reçoivent tout naturellement la transmission de l'histoire de leur famille, de leur origine. En mélangeant des populations, de facto, il y a une flopée de codes culturels dont certains vont s'imposer. De tout temps, il y a eu des mouvements de population d'Est en Ouest, avec des compatibilités civilisationnelles. S'en est suivi la folie de penser que d'un Africain nous pourrions en faire un Européen, ou de d'autres d'Européens des Africains. Ce qui par le passé n'était pas problématique devient aujourd'hui source de questionnement. Car, par le passé, les enfants d'origine étrangère, d'un autre continent, étaient présents en minorité dans les écoles. Il n'y avait donc pas un choc de la diversité qui nous bouleverse actuellement. Nous constatons que l'hétérogénéité s'impose et avec elle son lot d'imaginaire, là où la représentation d'être français de plusieurs générations et européens était une norme. Dans leur interaction, les enfants, par leur histoire, viennent changer l'idée de ce que signifie l'identité française pour y supplanter la doctrine d'être un citoyen du monde, au point où ne pas avoir d'origine hors de France devient une honte. Une multitude de jeunes s'inventent aujourd'hui une origine depuis un grand-parent ou un membre de la famille éloignée pour être dans la tendance de se voir tout sauf français. Pendant des décennies, des penseurs, des décideurs se sont mis dans l'optique de déraciner la France du catholicisme. Leur meilleur moyen d'y parvenir était de s'en prendre aux jeunes générations par la transmission du savoir, c'est-à-dire l'école. Pour finaliser, la chose, quelques siècles après, dans cette France démantelée et en cours d'appropriation par les immigrés qui, eux, ne se laissent pas effacer et viennent imposer leurs mœurs. Ce que Renaud Camus nomme le grand remplacement. Le démantèlement de notre peuple s'étend jusqu'au discours présidentiel. Je vous renvoie à celui tenu par Nicolas Sarkozy à Moscou le 10 octobre 2007. Je le cite. « Si la jeunesse le veut, les droits de l'homme seront respectés. Les hommes et les idées circuleront librement et les frontières seront ouvertes. Si la jeunesse le veut, la solidarité entre les peuples triomphera des égoïsmes nationaux. Aimer son pays, ce n'est pas détester l'autre. Aimer son pays, ce n'est pas haïr le voisin. Aimer son pays, c'est l'ouvrir aux autres. Si la jeunesse le veut, les chocs des civilisations ne se produiront pas. Nul ne peut espérer se développer en vivant replié sur lui-même à l'égard du grand métissage de l'esprit humain. Développer en vivant replié sur lui donc à l'égard du grand métissage de l'esprit humain, du grand brassage des cultures et des connaissances. Ou encore, de sa prise de parole le 17 décembre 2008 à Paris. Je le cite. « C'est le miracle de la République d'avoir permis à la France d'être une grande patrie faite d'une multitude de petites patries unies par une formidable volonté de vivre ensemble, de partager une langue, une histoire, une façon d'être et de penser où chacun se reconnaît dans un idéal et un destin commun sans que soient effacées les histoires personnelles et les destins particuliers. Ce n'est pas l'immobilisme, ce n'est pas le conservatisme. On ne peut pas voir le décalage toujours plus grand qui saute aux yeux entre la diversité de la société française et l'homogénéité sociale et culturelle toujours plus grande des élites que produit notre système éducatif. L'égalité des chances, c'est la priorité d'aujourd'hui. C'est en rétablissant l'égalité des chances qu'elle fera droit à la diversité. Il ne s'agit pas, écoutez bien, de remplacer une discrimination par une autre. Il s'agit de donner plus à ceux qui ont moins. Quel est l'objectif ? Relever le défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Le défi du métissage, la France l'a toujours connu, elle l'a toujours relevé, elle a toujours au cours des siècles métissé les cultures, les idées, les histoires. Si la question des statistiques pour mesurer les inégalités et les discriminations liées à l'origine est ouverte, la question d'une action publique volontariste fondée sur des critères ethniques ou religieux doit être close. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que l'on expérimente sur une grande échelle la possibilité de fermer certaines écoles et de répartir dès le cours préparatoire les élèves dans d'autres écoles en organisant des services adaptés de transport scolaire de sorte que soit mieux assuré le brassage social qui, pendant si longtemps, a fait le succès de l'école de la République. Je veux rendre hommage à tous ceux qui, avec courage, avec imagination, ont fait de la promotion sociale et de la diversité leur combat dans les associations,
les entreprises, les grandes écoles, les médias. Mais ces initiatives restent trop peu nombreuses. Je veux que le CV anonyme devienne un réflexe pour les employeurs. On sait depuis longtemps que les Français ne sont pas égaux devant le recrutement. Il faut aller au-delà, inciter les entreprises à introduire la diversité au cœur de leur gestion des ressources humaines. Un label diversité va être créé pour valoriser les meilleures pratiques. Il sera attribué aux entreprises mais aussi aux administrations locales engagées dans une démarche active de la diversité. Pour introduire davantage de diversité, il nous faut renouveler la classe politique en profondeur. Je souhaite donc que les partis s'engagent sur une charte de la diversité. Leur financement public pourrait être conditionné au respect de leur engagement. La diversité doit aussi trouver sa place à la télévision. Chaque chaîne déterminera des objectifs d'amélioration de la diversité à l'écran, mais aussi dans les structures d'encadrement et de décision. Je demanderai naturellement à France Télévisions de se montrer particulièrement exemplaire. Nous devons changer. Nous devons changer nos comportements. Nous devons changer nos habitudes. Nous devons changer pour rester fidèles à nos valeurs. Nous devons changer pour que la République demeure vivante. Nous devons changer pour que plus aucun Français ne se sente étranger dans son propre pays. Fin de citation. Et pour conclure la démonstration de ce sabotage, voici un passage du discours de Sarkozy, tenu le 16 janvier 2009 à Paris. Je cite : « Je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. » Fin de citation de ce discours. Il y a tant de réactions à proposer face à ces prises de décision contre l'intérêt majoritaire du peuple français. Je vais commencer par émettre cette sensation qui m'a parcouru après la lecture de telles déclarations. En un mot, trahison. Élu par les Français, quoi qu'on pense des élections, ce représentant en est venu à favoriser les autres à la place des nôtres. Cette ligne directive appliquée depuis quelques décennies, qui s'implique dans l'effacement de notre histoire, veut nous faire croire que ce sont les étrangers qui ont bâti la France, qu'il n'a jamais existé un peuple dit de souche. Le 25 août 2023, Mélenchon tweetait, je le cite, « Le Mali appartient aux Maliens, le Niger aux Nigériens, le Burkina Faso aux Burkinabés. Mais lorsqu'un Français, fier de son pays, proclame, je cite, « La France aux Français », il est injurié et traité comme un fasciste. Le gauchisme dans toute sa splendeur. Pour revenir aux migrations, l'histoire nous enseigne que de tout temps des mouvements existaient. Oui, mais d'est en ouest, pas du sud vers le nord. Un dirigeant nous en offre une parfaite explication. Le 17 septembre 1989, Hassan II, roi du Maroc d'alors, était l'invité de l'émission L'heure de vérité sur Antenne 2 et s'est prononcé sur son hostilité à l'intégration des Marocains en France. Je cite Anne Sinclair pour commencer. « Et est-ce que vous aimeriez qu'il soit intégré en France ?» Le roi du Maroc de répondre « Je n'appellerai même pas cela de l'intégration et je n'aimerais pas du tout qu'il soit l'objet d'une tentative car ils ne seront jamais intégrés. » Vous croyez que c'est eux qui ne veulent pas ou que c'est les Français qui les refusent ? Sous-entendu, les Français racistes. Et à nouveau, ce grand roi de répondre « L'exprimeront-ils qu'ils ne le pourront pas ? C'est possible entre Européens, la trame est la même. Les mouvements européens dans l'histoire ont été Est-Ouest. Et les mouvements humains, la religion, tout un tas de choses. Mais là, c'est un autre continent. Et vous n'en avez que faire, ce sera de mauvais Français. Je vous décourage, en ce qui concerne les miens, les Marocains, à les détourner de leur nationalité, car ils ne seront jamais 100% français, ça je peux vous l'assurer. » Fin de citation. Nous assistons au choc des cultures. Un Africain ne sera donc jamais un Européen. Très rares sont ceux qui le peuvent s'intégrer et s'assimiler à notre culture. C'est d'ailleurs pour ça que les politiques veulent transformer notre paysage. C'est pour ça d'ailleurs qu'on entendait Sarkozy dire « Nous devons changer, pour être nous-mêmes. » Mais si on vient à changer, nous ne sommes plus ce que nous sommes. C'est d'ailleurs pour ça que les politiques veulent nous effacer. À présent, le choix n'est plus de faire en sorte que l'étranger épouse notre mode de vie, faire en sorte qu'il puisse s'intégrer. Mais comme le déclare Sarkozy, c'est le changement qui s'impose. C'est maintenant, nous, qui devons nous adapter aux nouveaux occupants. Et pour éviter les récalcitrants, il faut leur saboter
notre modèle, notre unité française. Donc, nous fractionner. Et des morceaux restants reconstituent un nouvel être appartenant au monde par le brassage de toutes ces différences. Il a été décidé de créer une nouvelle version de l'histoire de France, c'est-à-dire de vendre de la diversité de façon positive, quitte à discriminer les autochtones. Michel Tribala nous balance l'idée qu'entre un tiers et le quart des personnes qui vivent aujourd'hui en France sont issues de l'immigration si l'on remonte aux arrière-grands-parents. L'ordre donné est de convaincre le public que ce sont les étrangers qui ont fait la France. Derrière ces déclarations, c'est laisser cette supposition que nous sommes redevables envers les Africains. Mais que disent les données réelles ? La France fut un pays d'émigration au moins autant, sinon davantage, qu'un pays d'immigration au cours du XIXe siècle. L'émigration vers les Amériques de plus d'1 million de personnes en provenance de France, au cours des années 1820 à 1920, en témoigne. Les émigrants étaient généralement des hommes, des ruraux. Pendant que notre pays perdait une partie de sa population, d'autres arrivaient afin de combler les pénuries de main-d'œuvre, mais ces populations n'étaient en rien majoritairement africaines, hormis les Algériens. D'abord, frontalière, allemande, belge, cette migration s'est diversifiée à la fin du XIXe siècle et plus encore après la Première Guerre mondiale, dû à un nombre important de décès de Français bien européens. Il est question de 400 000 immigrés qui vont être recrutés de 1414 à 1918 pour remplacer les hommes partis au combat. Les immigrations italiennes, communauté la plus nombreuse en 1930, et les Polonais ont largement contribué à alimenter les secteurs de la mine, du bâtiment et de l'industrie sidérurgique et métallurgique. En 1931, les étrangers, majoritairement européens, représentent 2,7 millions d'humains sur 41,6 millions de Français. Comme la porte du grand n'importe quoi est ouverte, n'importe qui tente sa chance pour écrire notre histoire et faire passer sa communauté comme base de la grandeur de la France. Nous en avons une parfaite exposition avec Moundir, qui s'est mis à lire une lettre de Ratiba Hamache datant de 2020 sur le plateau de TPMP en déclamant, je le cite, « Nous, musulmans, nous nous excusons d'avoir sauvé la France lors de la Seconde Guerre mondiale. » Fin de citation, on pourrait continuer. Balayant d'un revers de main l'immense soutien des Soviétiques ou encore la participation des Américains. Et plus grave encore, en faisant passer les Français pour des lâches, des collaborateurs. Je vous cite la suite. Pendant que la majorité des Français collaboraient bien à l'abri et qu'une infime minorité de héros résistait difficilement tant la délation sévissait. Et plus loin de continuer, je cite, « Nous, musulmans, nous excusons d'avoir reconstruit la France lors des 30 Glorieuses lorsque le pays était ravagé par la misère et la famine. » Fin de citation. La réalité, c'est que 55 000 vaillants, honorables musulmans sont morts pour la France selon les chiffres de la mosquée de Paris, combattant des adversaires de la France, où pouvait se trouver aussi une infime partie de recrues musulmanes, comme dans la 13e division SS, parmi ces 20 000 hommes se trouvaient 90% musulmans. Pour nos défenseurs de la France, certains se sont engagés depuis les pays du Maghreb, dont l'Algérie, qui était encore sous emprise des gouvernants français, peut-être par peur de se retrouver entre d'autres mains bien moins sympathiques, mais aussi par peur de l'inconnu de ce qu'un prochain empire pourrait leur faire subir. En 1939, un appel est lancé aux soldats de l'Empire. 178 000 Africains et Malgaches et 320 000 Maghrébins sont appelés en 1939-1940. Pour ce qui est de l'histoire, on s'en remettra encore moins à Jamel Debbouze qui, dans une vidéo de 2010, nous disait, je le cite, que l'islam est en Europe depuis 3000 ans. Une drôlerie quand on sait que l'islam est apparu au 7e siècle. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'immigration s'est diversifiée, car l'immigration italienne, moins importante que prévu, a été remplacée par une immigration espagnole, portugaise, yougoslave, turque, tunisienne, marocaine et pour finir par celle originaire des pays subsahariens. Seule l'immigration algérienne était antérieure à ces dernières. En 1924, ils étaient, les Algériens, aux alentours de 120 000 en France. Sur, je le rappelle, quasiment 40 millions d'habitants. D'ailleurs, lors de ces premières vagues venues du Maghreb, il n'y avait pas vraiment de demande de construction de mosquées chez ces ouvriers, et lorsque des mosquées sont construites en France, comme la mosquée de Bois de Toulouse, c'est toujours à l'initiative des patrons français soucieux de créer un bon climat dans leur entreprise, dans des visions de clientélisme et d'étendre leur entreprise, voire peut-être même d'asservir certains employés. Un siècle plus tard,
Nous voyons que des traîtres français ont participé à la métamorphose de nos villes et villages. Nous approchons de l'inquiétude de De Gaulle, je le cite, « Je ne veux pas que Colombey les 2 églises deviennent un jour Colombey les 2 mosquées ». Le nombre de ces lieux de culte s'accroît de jour en jour. En 1970, il n'y avait que 100 mosquées. À présent, il y en a 900 en France. Et je n'aborde pas encore le nombre de boucheries halal et de d'autres commerces extra-européens. Comme le craint Renaud Camus, nous assistons à plusieurs notions de remplacement. Celui de population, de mœurs, de religion, etc. Pour éviter le choc des cultures, toutes les tentatives sont d'actualité pour détruire ce qui reste de la chrétienté en France. Car une fois notre religion évincée, le pays France ne sera plus qu'un vaste souvenir. Et les politiques finaliseront l'effacement de cette mémoire en détruisant les lieux de culte ou en les transformant pour la pratique des nouveaux religieux. Pour répondre à ce changement, toutes les méthodes sont employées, notamment l'appel au métissage, car dans la majorité des couples mixtes, le français et plus globalement l'occidental s'évince pour laisser l'espace aux coutumes étrangères. Ça commence par la télévision. Répondant ou non à l'appel de Sarkozy en 2015, Delphine Ernotte, au nom de l'antiracisme, agissait par racialisation. Je la cite. « On a une télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans et ça, il va falloir que cela change. » Fin de citation. Un engagement qui prend de l'ampleur contre l'homme blanc, présenté comme étant source de tous les maux. Colonisation, esclavage, racisme, guerre, patriarcalisme, accaparement des richesses, etc. Mauvais par nature qu'il faut vite remplacer par les chances venues de divers horizons. Dans un article du magazine Challenge, publié le 19 octobre 2023, Guylaine Ottemer reconnaît publiquement, je la cite, « Et les initiatives pour changer le regard des Français sont relativement récentes. Discrimination positive à Sciences Po et dans certains lycées. Présence de personnes issues de l'immigration dans des rôles valorisants à la télévision, au cinéma. Plusieurs scandales en si peu de mots. Voilà une nouvelle langue nommée discrimination positive qui est censée favoriser la mixité sociale. Dans son propre pays, le français de plusieurs générations se trouve disqualifié à cause de sa condition sociale, de sa couleur de peau. Pourtant, jusqu'au sommet du pouvoir, il était annoncé en grande pompe que jamais il n'y aurait le remplacement d'une discrimination par une autre. Comment cette folie se ferait une place ? C'est simple. Depuis des années, nous avons des associations pro-migrants qui détestent l'Occident mais apprécient son argent. Elles sont une multitude sur notre territoire à avoir réussi à s'enregistrer, puis à enchaîner vers l'établissement des dossiers pour nous subtiliser l'argent public au travers des subventions pour former des propagandes en grossissant les rares discriminations qui existent en France, installant une sensation omniprésente de racistes blancs qui aurait un white privilège. C'est en réalité une niche à oseille. Sur 10 ans, les subventions aux associations d'aide aux migrants ont été multipliées par 3. À partir de 2016, les montants stratosphériques décollent, passant de 306 millions d'euros à près de 981,2 millions d'euros en 2022. Il faut donc m'expliquer comment dans un pays qui, selon leurs propos, a un racisme systémique, des associations favorisant les migrants et les discours dans ce sens arrivent à se créer, puis à prendre des centaines de millions d'euros chaque année. M'éclairer aussi sur le nombre d'entreprises qui pullulent dans les villes avec les restaurants, coiffeurs, épiciers, bouchers, etc. qui sont tenus par des Français d'origine africaine et proposent des services africains. Et me guider sur la voie de la compréhension de ces, entre guillemets, racistes qui préfèrent investir des millions dans les quartiers aux populations diverses pour les rénover et installer des bibliothèques, lieux de soutien scolaire, cities pour s'amuser, des infrastructures pour les gamins, sans jamais en faire de même pour les campagnes françaises où se trouvent majoritairement des populations bien blanches. Nous constatons que l'HLM, des logements en loyer modéré, sont prioritairement attribués à ces étrangers, enfin français d'origine étrangère. Donc, en plus de subir les injures, le déracinement dans son propre pays, le français d'origine européenne, qui émane du prolétariat, se trouve humilié sur son propre territoire et doit trouver un logement dans le parc privé saturé car les demandes explosent du fait d'une forte croissance de la population, le tout au profit de certains boomers. Ces gauchistes présentés comme anticapitalistes, mais qui dans le fond se gavent sur notre dos. Un autre reproche est fait à certains Français blancs, le fait d'avoir hérité d'une maison en campagne ou bien d'un appartement en ville. Les nouveaux occupants réclament le même patrimoine sans être héritiers, ou encore sans avoir travaillé une vie durant. Avant que le capitalisme ne vienne ruiner et inverser la tendance, il était tout à fait logique de trouver plus d'autochtones ayant
la possibilité d'être propriétaire d'un bien immobilier, possesseur d'un moyen de transport, puisque leur famille leur transmettait ces richesses. L'arrêt de l'immigration de travail salarié décidé par l'État en 1974 a accéléré le regroupement familial des non-européens, peu nombreux à retourner dans leur pays lorsque les Européens bénéficiaient progressivement de la liberté de circulation, d'installation et de travail. Pour revenir à l'article de Madame Ottemer, il est incroyable d'avoir à subir des assertions sur les chances pour la France, comme quoi ce sont ces Africains qui continuent à nous faire profiter d'un dynamisme par leur labeur, alors que cette dernière nous déclare chiffre à l'appui, je la cite, « Il est impératif d'intégrer les immigrés et les descendants d'immigrés dont le taux de chômage est 2 fois supérieur à celui des Français dits de souche. » Face à cette réalité, les propagandistes ont trouvé une parade. Celui de nous dire, je cite, « Il est vrai qu'ils sont plus représentés parmi les chômeurs. Mais il y a un mais. C'est à cause des méchants qui discriminent. » Ces populations racisées, comme ils aiment bien le laisser entendre, se verraient donc victimes d'un dénigrement par les Blancs. Il faut m'expliquer autre chose encore. Comment les 6,9 millions d'immigrés et 5,2 millions d'étrangers qui vivent en France, selon les données du recensement 2021 de l'INSEE, se verraient mis au banc de la société et dans un même temps se voient présentés comme étant essentiels et seuls redresseurs de la France. Pouvons-nous faire preuve de logique 2 minutes avec ces gens ou c'est trop leur demander? Quel est l'objectif d'un employeur? C'est de faire du rendement, créer de la valeur. Donc, peu importe la couleur de peau, l'ethnie, le patron, ce qu'il vise, c'est le pognon. Quel serait son intérêt de refuser des candidatures alors que nombre de secteurs sont en tension? Encore une fois, nous sommes sur de la pure propagande. Tout comme les féministes qui nous rabâchent à longueur de temps qu'il y a une différence de salaire entre les hommes et les femmes et que les femmes perçoivent en moyenne 15,8% de moins à travail égal sans savoir expliquer pourquoi les patrons dans ces cas-là ne mettent pas au chômage les hommes, vu que ce qui régit le marché, c'est la recherche de profit. Des organisations annonce que les hommes gagnent carrément dans le secteur privé en moyenne 40% de plus que les femmes, avec toujours la même faille de raisonnement. Ces conclusions sont abusives et biaisées. En 2018, Rebecca Amselem est interrogée sur France Inter sur le choix de ce pourcentage pour effectuer son calcul. Et elle nous dit « C'est un chiffre global qui ne prend pas en compte au sein d'une même entreprise 2 personnes, un homme et une femme, qui ont la même expérience, le même âge. Il y a donc un autre chiffre pour ça, demande la journaliste Mathilde Munoz. Et la personne interrogée de répondre « Effectivement, il prend en compte le salaire horaire et ne prend pas en compte les temps partiels. À poste égal et expérience égale, il y a une différence de salaire de 9%, précise la militante féministe. Et même là, tout dépend du poste occupé, de l'expérience, du niveau d'études. Des tas de critères entrent en compte. Tout est fait pour diviser les hommes et les femmes. Pour ma part, je reconnais qu'à travail égal, compétence égale, il doit donc y avoir un même salaire. De plus, Sarkozy, qui faisait la promotion du CV anonyme, se verrait aujourd'hui ridiculisé par le terrain, puisqu'une étude menée par une équipe du Centre de recherche en économie et statistique, CREST de JPAL, et de l'École d'économie de Paris estime que, je cite, le CV anonyme pénalise des candidats issus de l'immigration et ou résidant dans une zone urbaine sensible dite ZUS ou dans une ville en contrat urbain de cohésion sociale, CUCS. Le problème vient donc de ces zones, qui aiment leur côté ghetto, street. Et les habitants de ces lieux sont les premiers à cracher leur haine de la police, tout en soutenant les malfrats, et finissent par jouer les victimes en disant qu'ils sont défavorisés puisqu'ils proviennent de ces quartiers. Ce ne sont donc pas les profils étrangers, par une couleur de peau, une ethnie, etc., qui dérangent les patrons, mais bien les lieux de provenance de ces derniers. Des zones de délinquance qui viennent ternir l'image de tous ceux qui y résident. Les patrons anticipent les absences, retards, volontaires ou bien subis par ces travailleurs épuisés par des tapages nocturnes, donc moins productifs. Sans oublier ces racailles qui n'ont aucune présentabilité aux clients, vestimentairement parlant ou bien avec des façons de s'exprimer non appropriées dans la sphère professionnelle. Vous devez vous demander quel est l'intérêt de les présenter comme des chances pour notre pays. Je ne vais pas me répéter sur l'idée de cette mise en avant des étrangers qui a pour finalité la création d'un peuple nouveau, universel. Essayons plutôt de comprendre comment les socialistes comptent y parvenir. Oui, dans le mille, par le métissage. En dehors du cinéma, des assertions sur les chances que ces gens représentent soi-disant pour notre civilisation, la fenêtre d'Overton se referme violemment.
Dans les années 1990, le juriste et lobbyiste américain Joseph P. Overton utilise cette expression pour désigner le fait que les idées qui sont jugées acceptables par la population sont toutes à l'intérieur d'un périmètre précis. Inconvenable, radical, acceptable, raisonnable, populaire et se concluant par la politique publique. Dans un premier temps, celui qui aborde le remplacement de sa population par d'autres est affublé de complotisme. Puis, la réalité force ses bien-pensants à admettre ce qui se trouve autour d'eux. À présent, le grand remplacement est présenté comme inéluctable et comme source de progrès. Pour preuve, en 2021, lors d'un meeting à Aubin, dans l'Aveyron, Jean-Luc Mélenchon a avancé, je le cite, qu'en 2050, 50% de la population française sera métissée. Nous sommes ce peuple qui se créolise en ce moment même, s'était réjoui le candidat de la France insoumise à la présidentielle. YouTube et d'autres plateformes interdisent d'aborder ce sujet, tout du moins avec le prisme de Camus. Pourtant, même dans les magazines comme Challenge, le projet est présenté comme une nécessité face à un déclin démographique. Comme la population est vieillissante en Europe, l'idée de ces décideurs, analystes, est de faire appel aux étrangers. Ils pensent que ces gens qui ont la haine de notre pays, de l'Occident, viendront s'occuper de leur retraite, les entretenir en EHPAD en fin de vie, etc. De la pure folie. Patrick Artus nous indique que, je cite, « Face à la baisse de la natalité, les pays européens n'ont pas d'autre choix que de faire appel aux immigrés. Et comme nous le savons, 69% des immigrés sont des hommes. Ce qui signifie que, comme tous les humains, ils voudront répondre à leur envie sexuelle, en dehors de l'occupation de notre territoire, du profit des aides sur notre labeur. Il y a l'idée d'évincer les hommes blancs présentés comme l'origine de nombreux problèmes afin de faire sensation sur ces femmes blanches afin qu'elles se métissent. Et pour que personne n'échappe à cette destruction de notre peuple, le président Macron a déclaré qu'il faut repeupler les campagnes. Comment ? Par un plan favorisant le travail des Français. Non. Facilitant l'accès au logement ou l'acquisition d'un bien ? Non plus. Créer un climat de sécurité, source d'avenir pour se voir et se projeter avec une famille ? Non. Il est question d'envoyer les migrants en campagne. Leur objectif n'est pas que de leur faire occuper nos terres. Il est de nous déraciner, de créer les conditions pour que les femmes soient tentées par ces arrivants. Et tout en action, du cinéma aux publicités. Les couples mixtes sont surreprésentés. Les affiches pour lutter contre le harcèlement de rue ou dans les transports, malgré l'immense implication des étrangers, mettent toujours en scène des hommes blancs dérangeant des femmes afin de jouer sur le subconscient. La réalité est toujours aux antipodes des manigances gauchistes. En Île-de-France, 93% des vols et 63% des agressions sexuelles dans les transports sont le fait d'étrangers sur l'année 2019. Je tiens à rappeler que lorsqu'il est inscrit étranger, ça ne comptabilise pas les Français d'origine étrangère, ni même leurs descendants. Nous reviendrons plus longuement sur les chiffres de la violence en France. N'hésitez pas à liker, à partager. La vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées, la victoire assurée. À très bientôt.